Tu imagines penser que je l'épouserais? Tellement délirant. Elle a ri après que je l'ai demandé en mariage devant sa famille. J'ai dit, tu as raison. J'ai quitté la fête et j'ai fait mes valises pendant qu'elle continuait de célébrer. Elle est rentrée dans un appartement vide et a reçu un texto. Imagine penser que je resterais. Une semaine plus tard, elle s'est présentée à mon nouvel appartement, en sanglots. Ma petite amie m'a humilié quand je l'ai demandé en mariage devant sa famille et ses amis. Alors, j'ai fait ceci et je lui ai fait regretter chaque mot. Prenez du popcorn. Cette histoire est intense. Je m'appelle Cole, 30 ans, homme. Bailey et moi nous sommes rencontrés à l'atelier de son père, Hank. Il dirigeait une entreprise d'entretien de flotte. Et j'étais le nouveau qu'il avait embauché pour m'occuper de l'équipement lourd. Elle est venue un après-midi pour déposer le déjeuner de son vieux. Et j'étais plongé jusqu'au coude dans la reconstruction d'une transmission. De la graisse jusqu'aux épaules. Ressemblant à quelque chose qui venait de sortir d'un carter d'huile. Elle a ri à une blague que j'ai faite sur le camion qui se défendait. Elle m'a posé des questions sur le travail comme si cela l'intéressait vraiment. La première année, tout était bien. Nous cuisinions ensemble les week-ends. Elle s'occupait de la préparation pendant que j'étais au fourneau. Et nous mangions sur le balcon en regardant le soleil se coucher. Elle m'apportait parfois le déjeuner à l'atelier. S'asseyait sur un seau renversé et parlait pendant que je travaillais. Posant des questions sur les moteurs. Elle s'entendait bien avec mon ami Garrett. Elle ne se plaignait pas quand je rentrais à la maison en sentant le diesel. Elle semblait sincèrement fière quand j'ai été promu technicien en chef. Il y a eu cette nuit, peut-être au bout de 8 mois. Où sa voiture est tombée en panne sur l'autoroute. J'ai conduit 40 minutes pour aller la chercher. J'ai réparé l'alternateur sur un parking avec une lampe de poche entre les dents. Et elle m'a regardé comme si je venais de la sortir d'un bâtiment en feu. A dit qu'elle se sentait en sécurité avec moi d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie. Auparavant. Ses parents m'aimaient. Hank me traitait comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Il m'a appris des choses sur l'entreprise qui allaient au-delà de la simple mécanique. Sa mère, Suzanne, me renvoyait à la maison avec des restes après chaque dîner du dimanche. Et m'a dit une fois à voix basse que j'étais le premier petit ami de Bailey qu'elle avait jamais vraiment apprécié. Puis quelque chose a commencé à changer vers le 14e mois. Bailey a eu une promotion à son travail dans la finance en ville. Nouveau bureau, nouveaux collègues. Nouvelles amies nommées Tara et Britt qui me regardaient comme si j'étais un meuble qui n'avait pas été mis à jour depuis les années 90. Soudain, mes bottes de travail près de la porte étaient embarrassantes. Mon camion était trop bruyant. Mes mains n'étaient jamais assez propres pour les restaurants qu'elle voulait essayer. Mais je suis resté parce que je me souvenais de qui elle était avant. Parce que Hank et Suzanne me traitaient toujours comme un membre de la famille. Parce que je suis têtu. Et je pensais que la femme dont j'étais tombé amoureux était toujours là, quelque part. La nuit où tout s'est terminé, c'était le 30e anniversaire de Bailey. Ses parents avaient organisé une grande fête chez eux. 50 personnes, facilement. Famille, amis, collègues. Hank avait tendu des guirlandes lumineuses dans le jardin. Suzanne avait préparé assez de nourriture pour nourrir une armée. J'aidais à l'installation depuis midi, déplaçant des tables, suspendant des décorations. M'assurant que le système de son fonctionnait. Je portais aussi une bague dans ma poche depuis 3 semaines. 1400 $. Un solitaire qu'elle avait montré dans la vitrine d'une bijouterie à l'époque où elle montrait. Encore les choses qu'elle aimait sans calculer leur valeur de revente. Le plan était simple. Attendre le gâteau, la prendre à part, faire ma demande en privé. Je ne suis pas du genre à faire des spectacles en public. Je ne l'ai jamais été. Mais la sœur de Bailey, Margot, m'a surpris en train de vérifier ma poche pour la 10e fois et a tout de suite compris. Margot avait 3 ans de moins que Bailey et était son opposé polaire. Elle travaillait comme vétérinaire, conduisait une voiture à haillons de 10 ans. Elle avait toujours été cool avec moi. Parfois. J'avais l'impression qu'elle était la seule dans le nouveau cercle de Bailey qui me voyait encore. Comme une personne au lieu d'un handicap. Attends,
tu vas la demander en mariage ce soir, m'avait demandé Margot, me surprenant près de la table des rafraîchissements. Je lui ai dit que c'était le plan. Elle est restée silencieuse une seconde, comme si elle décidait de dire quelque chose ou non. Puis elle a juste hoché la tête, m'a souhaité bonne chance. Et s'est éloignée avec un regard que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. La fête battait son plein à 20h. Bélé tenait salon près du patio. Entourée de Tara et Brit et d'une poignée de collègues que j'avais rencontrés peut-être 2 fois. Elle était belle. Elle était toujours belle. J'ai attendu que la foule commence à se disperser après le gâteau. J'ai attiré l'attention de Bélé et j'ai fait un signe de tête vers le côté de la maison. Loin de tout le monde. Elle a levé les yeux au ciel mais est venue quand même. Tara et Brit la suivaient comme elle le faisait toujours. J'ai demandé si nous pouvions parler seuls une seconde. Elle a dit que tout ce que j'avais à dire, je pouvais le dire devant ses amis. Tara a souri d'un air suffisant. Brit a sorti son téléphone comme si elle s'attendait à du contenu. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais je tenais déjà la bague, j'étais déjà engagé. Et les choses avançaient que cela me plaise ou non. Parfois. On prend la mauvaise décision parce que reculer semble plus difficile que de simplement aller. Jusqu'au bout. Je me suis mis à genoux sur la pelouse latérale de Hank avec 3 personnes qui regardaient. Je n'ai pas fait de grands discours, je lui ai juste dit que je l'aimais. Que ces 3 années avaient tout signifié pour moi, et je lui ai demandé si elle voulait m'épouser. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Puis Bélé a ri, pas un rire heureux. Ce son aigu et méprisant qui a transpercé l'air du soir. Oh mon Dieu, a-t-elle dit assez fort pour que les gens sur le patio se tournent pour regarder. Tu es sérieux en ce moment? J'ai dit, je l'étais. Elle a regardé Tara et Brit comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Pouvez-vous croire ça? À ma fête d'anniversaire? D'autres personnes s'approchaient maintenant. Je pouvais voir Hank et Suzanne au bord du patio, figés en pleine conversation. La tante de Bélé, quelques-uns de ses collègues, tout le monde regardait. Bélé s'est retourné vers moi avec ce regard que je n'avais jamais vu auparavant. Juste du mépris pur. Cole. Tu es un mécanicien. Tu répares des camions. Tu rentres à la maison en sentant le moteur et tu penses que je vais t'épouser. Tara a reniflé. Brit était définitivement en train de filmer maintenant. Je veux dire, c'était sympa, a poursuivi Bélé, sa voix portant maintenant dans tout le jardin. Tu es fiable. Tu es stable. Mais le mariage avec toi. Elle a ri de nouveau. Tu es tellement délirant. Imagine penser que je l'épouserais vraiment. Elle a dit lui. Pas toi. Lui. Comme si je n'étais même pas là. Comme si j'étais une chose qu'elle décrivait à des étrangers. Je suis destiné à plus que ça, a-t-elle dit, me désignant de sa main libre. Plus qu'un gars dont la plus grande ambition est une plus grande boîte à outils. J'attendais que quelque chose de mieux se présente. Tu gardais juste la place au chaud. Silence de mort dans le jardin maintenant. Je pouvais voir la main de Suzanne couvrir sa bouche. Hank avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Margot se frayait un chemin à travers la foule vers nous, le visage furieux. J'ai fermé l'écrin, je me suis levé, j'ai brossé mon genou. Tout le monde regardait, attendant de voir si j'allais pleurer, supplier ou faire une scène. Je n'ai rien fait de tout cela. Je l'ai regardé, j'ai regardé ses amis au sourire narquois. J'ai regardé le téléphone qui filmait toujours, et je suis devenu froid. Comme si quelque chose venait de s'éteindre. Tu as absolument raison, ai-je dit. Mon erreur. Je me suis retourné et j'ai marché vers le portail latéral. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en trombe, j'ai juste marché comme un homme qui avait enfin compris. Hank a appelé mon nom. J'ai entendu Margot dire quelque chose de sec à Bélé. J'ai entendu Suzanne commencer à pleurer, je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur. Je me suis éloigné de 3 ans de ma vie comme si je quittais un chantier à la fin de la journée. La seule pensée dans ma tête était de rentrer à la maison, de reprendre tout ce qui était à moi.
de disparaître. Bélé et moi vivions dans une maison de ville. J'avais trouvé 2 chambres, un petit garage où je gardais mes outils, un quartier décent. Je payais 65% du loyer, même si elle gagnait techniquement plus sur le papier après sa promotion. Mais Bélé avait des prêts étudiants dont elle ne parlait jamais. Des dettes de carte de crédit d'avant notre rencontre. Et une cote de crédit qui rendait les propriétaires nerveux. Alors, je couvrais les vraies factures pendant qu'elle s'occupait de son image. Je payais aussi son assurance automobile depuis les 8 derniers mois parce qu'elle avait eu 2 amendes pour excès de vitesse et ses tarifs avaient triplé. J'ai payé les nouveaux pneus de sa voiture au printemps dernier. J'ai couvert les factures du vétérinaire quand elle avait insisté pour avoir un chat dont elle ne s'occupait pas vraiment. J'ai mis mon nom sur l'internet et les services publics parce que son crédit était pire qu'elle ne le laissait paraître. Tous ces détails me traversaient l'esprit en rentrant chez moi, comme si je faisais un inventaire. Une liste de contrôle mental de chaque film reliant à elle qui devait être coupé. Je me suis changé de mes beaux habits pour un jean de travail et une chemise d'atelier. La même chose que je porterais pour un gros travail. J'ai commencé par le garage. Mes outils seuls valaient plus que toute sa garde-robe. Chaque douille, chaque clé, chaque scanner de diagnostic, tout était à moi, dans la benne du camion. J'ai pris mon compresseur d'air, mon équipement de soudure, l'établi que j'avais construit moi-même. Le garage était vide en 40 minutes. Le salon ensuite. Mes livres, mes disques, la télévision que j'avais achetée, non pas qu'elle l'ait jamais reconnue. Le système de son. Les meubles vraiment confortables que je possédais avant que nous emménagions ensemble. Je lui ai laissé ses bêtises décoratives. Le chat était assis sur le comptoir de la cuisine et me regardait travailler. Il s'appelait Chester. Et j'étais presque sûr qu'il détestait Bélé presque autant que moi maintenant. Elle avait voulu un chat pour Instagram, puis l'avait rapidement ignoré pendant 2 ans. Je le nourrissais. Je nettoyais sa litière. Je l'emmenais chez le vétérinaire. J'ai regardé Chester et il m'a regardé. La caisse de transport était dans le placard de l'entrée. Il est entré directement dedans sans se débattre. Même le chat savait qu'il était temps de partir. La cuisine, ma collection de poêles en fonte, mes bons couteaux. La machine à expresso pour laquelle j'avais économisé. J'ai laissé les casseroles en cuivre décoratif qu'elle avait accrochées au mur. J'ai trouvé tous les documents pour les services publics. J'ai appelé la compagnie d'électricité depuis la ligne fixe de la maison et j'ai programmé un transfert hors de mon nom à la fin du cycle de facturation. Pareil pour Internet. Pareil pour la compagnie des eaux. Tout était à mon nom, tout allait devenir son problème. Son assurance automobile était en paiement automatique depuis mon compte. Je me suis connecté sur mon téléphone et j'ai annulé l'autorisation de paiement. Si elle voulait une couverture, elle devrait mettre en place sa propre police. 3 heures. C'est le temps que cela a pris. La maison de ville avait l'air dévastée. Des étagères à moitié vides, des trous là où se trouvaient les meubles. Je me suis assis sur le sol de la cuisine avec la caisse de Chester à côté de moi et j'ai sorti mon téléphone. La photo de son contact me souriait toujours. J'ai envoyé un seul message. Imagine penser que je resterais. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué partout. Un par un, minutieusement. Garrett a répondu à la 2e sonnerie. Il n'a même pas demandé ce qui n'allait pas. Il a juste dit qu'il me retrouverait chez lui avec la porte du garage ouverte. 15 ans d'amitié et pas une seule fois il ne m'avait laissé tomber. J'ai chargé le reste de mes affaires et j'ai traversé la ville avec Chester en copilote dans sa caisse. Étonnamment calme. Garrett était déjà dehors quand je suis arrivé. Il a jeté un coup d'œil à la benne du camion chargé, à la caisse du chat, à mon visage. Et a juste secoué la tête. Elle t'a enfin montré qui elle était, hein? Je lui ai dit qu'elle l'avait fait devant 50 personnes à sa fête d'anniversaire. Il est resté silencieux une seconde, puis bien. Maintenant. Tu peux arrêter de faire semblant que tu ne le savais pas déjà. Il n'avait pas tort. Nous avons tout déchargé dans son garage.
Il avait une chambre d'amis que je pouvais utiliser. Sa femme, Dana, est sortie en peignoir, a jeté un coup d'œil à la situation. Et est allée directement à la cuisine, est revenue avec des sandwichs, du café et une couverture. Elle n'a pas posé une seule question. Elle m'a juste tendu une assiette et a dit que la chambre d'amis avait des draps propres. Plus tard, quand Gareth et moi finissions dans le garage, il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté la version courte. Il a écouté, hochant lentement la tête, puis a secoué la sienne. « Mec, je l'ai vu venir » a-t-il dit. Je ne savais juste pas comment te le dire. Tu étais tellement convaincu qu'elle allait s'en remettre. J'ai demandé pourquoi il n'avait rien dit. Il a haussé les épaules. Aurais-tu écouté? Argument valable. Dana avait un point de vue différent quand je lui ai parlé le lendemain matin. Elle avait déjà connu le type de Bailey. Elle a dit: certaines personnes voient les relations comme des transactions. Elles calculent toujours ce qu'elles reçoivent par rapport à ce qu'elles donnent. Et dès que le calcul ne leur convient plus, elles commencent à chercher la sortie. La cruauté à la fête n'était pas un accident. C'était intentionnel. Bailey voulait un public quand elle m'a rejeté. Elle voulait des témoins pour prouver qu'elle pouvait faire mieux. L'effondrement n'est venu que vers 3 heures du matin. Pas dramatique, juste moi, assis sur le bord d'un lit inconnu dans le noir, les mains tremblantes. La poitrine serrée, me laissant enfin ressentir tout ce qui venait de se passer. 3 ans partis en un seul discours à une fête d'anniversaire. Et le pire, c'est qu'elle avait pensé chaque mot. Elle n'avait pas été cruelle par accident. Elle avait été cruelle parce qu'elle se sentait enfin assez en sécurité pour dire ce qu'elle pensait. Depuis tout ce temps, je me suis permis cette seule nuit. Une nuit pour être anéanti. Puis je me suis promis que cela ne se reproduirait plus jamais. J'ai pris 2 jours de congé, j'ai dit à Hank que j'avais une urgence familiale. Ce qui n'était techniquement pas un mensonge. Hank m'a rappelé 1 heure plus tard. Pas en tant que mon patron, mais en tant que père de la femme qui venait de m'humilier publiquement dans son jardin. Cole, je ne sais même pas quoi dire, mon garçon. Sa voix était lourde, fatiguée. Suzanne et moi n'avions aucune idée qu'elle ressentait ça. Nous en sommes malades. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je lui ai dit que j'appréciais tout ce qu'il avait fait pour moi au fil des ans. Je lui ai dit que je comprendrais si les choses devaient changer au travail. Une longue pause de son côté. Puis, mon garçon. Tu es le meilleur technicien que j'ai. Tu as un travail ici aussi longtemps que tu le voudras. Ce que Bailey a fait ne change rien à ça. Cela signifiait plus qu'il ne le pensait probablement. Margot m'a envoyé un texto le même après-midi. Le premier message était juste: je suis tellement désolé. J'aurais dû te prévenir. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Il lui a fallu 1 heure pour répondre. Quand elle l'a fait, c'était un pavé de texte. Elle avait entendu Bailey parler à Tara et Britt la semaine précédente. Riant de la façon dont je la demanderais probablement bientôt en mariage et à quel point ce serait pathétique. Comment elle prévoyait de dire non. Mais voulait profiter de la relation un peu plus longtemps parce que j'étais utile. Margot n'avait pas su comment me le dire, n'avait pas été sûre que c'était son rôle. Elle a dit qu'elle avait confronté Bailey à ce sujet la nuit avant la fête. Avait demandé directement à sa sœur si elle m'aimait ou si elle se servait juste de moi. Bailey avait balayé ça d'un rire, avait traité Margot de naïve. Avait dit qu'elle ne comprendrait pas parce qu'elle n'avait jamais eu de vraie relation. J'ai dit à Margot que je ne lui en voulais pas. Je lui ai demandé de me tenir au courant de tout ce qui était important. Juste pour savoir ce qui allait arriver. Margot a accepté. Elle a dit qu'elle était furieuse contre Bailey. Elle a dit que leurs parents étaient dévastés. Elle a dit que Bailey ne semblait pas comprendre pourquoi tout le monde était en colère contre elle. Cette dernière partie correspondait. Bailey avait toujours eu un angle mort en ce qui concerne les conséquences. La première tentative de contact a eu lieu le 3e jour. Numéro inconnu. Message vocal. Je l'ai écouté 1 fois. Sa voix était irritée. Pas apologétique. Cole.
C'est ridicule. Tu dois revenir et sortir tes affaires du garage. Je ne vais pas stocker tes cochonneries. Et pourquoi l'électricité est-elle programmée pour être coupée? As-tu sérieusement annulé mon assurance auto? Rappelle-moi. C'est tellement immature. Remarquez l'ordre des priorités. D'abord, le désagrément pour elle, puis les services publics, puis l'assurance. Rien sur ce qu'elle avait fait. Aucune excuse. Je bloque le numéro. Garrett avait une théorie sur les gens comme Bailey. Il les appelait les aveugles aux conséquences. Ils ne peuvent tout simplement pas relier ce qu'ils font à ce qui se passe après. Dans son esprit, elle avait juste été honnête. Le fait que tout s'écroule était une chose distincte qui lui arrivait sans raison. Dana avait une théorie différente. Elle pensait que Bailey savait exactement ce qu'elle faisait et réalisait maintenant que le système de soutien sur lequel elle s'appuyait s'était envolé. La colère n'était pas de la confusion. C'était de la panique portant un masque. Jour 5, les services publics sont coupés. Je le sais parce que Margot m'a envoyé un texto pour me demander si je savais que le courant avait été coupé à la maison. J'ai dit que j'avais peut-être programmé une déconnexion avant de partir. Elle a répondu par un emoji qui rit. Jour 6. L'assurance de Bailey a expiré. Margot a dit qu'elle l'avait découvert en essayant de faire renouveler son immatriculation au service des véhicules. Apparemment, il y a eu une scène. Beaucoup de larmes dans un bureau gouvernemental. Le personnel n'a pas été ému. Jour 7. Le propriétaire m'a appelé. Notre bail était conjoint et il avait reçu des plaintes de Bailey concernant la situation des services publics. J'ai expliqué calmement que j'avais déménagé et que je ne reviendrais pas. Que je paierais ma moitié de toute pénalité de résiliation anticipée. Mais que je ne couvrirais pas sa part. Il a demandé si je pouvais mettre cela par écrit. J'ai dit que je le lui enverrais avant la fin de la journée. J'ai rédigé une lettre simple, mes obligations, mon paiement, sa responsabilité pour le reste. Je l'ai envoyé en recommandé pour qu'il y ait une trace. Bailey était seul maintenant. Tout ce que j'avais géré discrètement pendant des années était soudain son problème. Et d'après ce que Margot me disait, elle ne le gérait pas bien. La deuxième tentative de contact a eu lieu le jour 8. Numéro inconnu différent. Elle avait emprunté le téléphone de quelqu'un. J'ai répondu sans rien dire. Cole, nous devons parler. Sa voix était plus douce maintenant. La colère s'était transformée en quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Je crois que j'ai réagi de manière excessive à la fête. Tout le monde est tellement dramatique à ce sujet. Pouvons-nous juste nous rencontrer et en parler comme des adultes? J'ai laissé le silence s'installer. Les choses comme elles étaient me manquent, a-t-elle poursuivi. Tu t'occupais toujours de tout. Les factures, les rendez-vous. Réparer les choses. Je ne réalisais pas à quel point je dépendais de ça. Peux-tu juste revenir et nous pourrons régler ça. Tu m'as humilié devant toute ta famille, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Tu as dit que tu attendais quelque chose de mieux. Tu as dit que je gardais la place au chaud. Je ne le pensais pas comme ça. Tu as dit lui, pas toi. Lui. Comme si je n'étais même pas une personne debout juste là. Rien de son côté. J'ai réglé le bail et ma part des frais de résiliation. Ta part est à ta charge. Je me suis retiré. De tous les comptes partagés. Il n'y a plus rien à dire. Cole, s'il te plaît. J'ai mis fin à l'appel, j'ai bloqué le numéro. Garrett travaillait dans le même atelier que moi. Département différent. Il s'occupait des camions légers tandis que j'étais sur les équipements lourds. Mais nous partagions la pause déjeuner et beaucoup de chevauchements. L'avoir à mes côtés a rendu tout cela plus facile. 3 semaines après la fête, il est revenu d'une course pour des pièces avec des nouvelles intéressantes. J'ai croisé quelqu'un qui connaît l'ami de Bailey, Tara. A-t-il dit en s'asseyant sur la chaise de la salle de pause en face de moi. Apparemment. Ton ex a déjà un nouveau petit ami. Un type de la finance nommé Bryce.
Il travaille dans une firme concurrente de la sienne. Ils se sont rencontrés à un événement de réseautage la semaine dernière. La semaine dernière. Moins d'un mois après avoir publiquement humilié l'homme avec qui elle était depuis 3 ans. J'ai demandé à quoi ressemblait Bryce. Garrett a souri. Tu sais. Ces types qui se présentent au rassemblement de voitures avec des berlines en leasing et agissent comme s'ils possédaient le concessionnaire? Ce type-là. Tout dans l'apparence. Pas de substance. Il parle parfois de lui à la 3e personne. Il porte ses chaussures sans chaussettes. J'ai dit qu'il semblait être exactement ce que Bailey méritait. Oh, ça s'améliore, a poursuivi Garrett. La rumeur dit qu'il a une réputation. Sa petite amie précédente a découvert qu'il jouait le même jeu avec 3 autres femmes en même temps. Tout a éclaté il y a environ 1 an. Il vient de déménager dans cette région pour repartir à zéro. Parfait. Bailey avait été si occupée à se moquer de ma vie qu'elle avait couru droit dans les bras d'un signal d'alarme ambulant. L'univers a parfois un sens de l'humour. Margot a confirmé la relation quelques jours plus tard, disant que Bailey publiait constamment. Nouveau petit ami, cette connexion incroyable. Vraiment excessive sur à quel point elle était heureuse. Pendant ce temps, je prenais une routine. Travail, salle de sport. La chambre d'amis de Garrett était assez confortable. Dana ne se souciait pas de Chester, qui était devenu beaucoup plus affectueux maintenant qu'il n'était plus ignoré 16 heures par jour. J'ai commencé à chercher des appartements, quelque chose de petit. J'ai trouvé un 2 pièces décent à environ 20 minutes de l'atelier. Propre, calme, bon propriétaire. J'ai signé le bail un jeudi. J'ai commencé à emménager ce week-end. La 3e tentative de contact a eu lieu alors que je montais une boîte dans les escaliers de mon nouvel appartement. Numéro inconnu. Texto cette fois. Call, s'il te plaît. Parle-moi. Tout le monde est en colère contre moi. Mes parents n'arrêtent pas d'en parler. Margot ne me parle plus. Tara a dit que j'aurais dû gérer les choses différemment. Je suis seul ici. Le manque total de conscience de soi était presque impressionnant. Même maintenant, même après tout, elle ne voyait toujours pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle voyait juste que les gens étaient en colère contre elle, et elle ne comprenait pas pourquoi. Je n'ai pas répondu, j'ai juste bloqué le numéro et j'ai continué à porter des boîtes. Garrett m'a aidé à finir de déménager ce week-end. Dana a apporté un cadeau de pendaison de crémaillère. Une poêle en fonte pour remplacer celle que j'avais dû laisser derrière moi. Mon nouvel appartement était spartiate, mais fonctionnel. Un lit du marché, un bureau du même gars. Une seule chaise confortable que j'avais trouvée dans une friperie. Chester semblait approuver. Il a immédiatement revendiqué la place ensoleillée près de la fenêtre et l'a défendue contre absolument personne. Je reconstruisais, morceau par morceau, jour après jour. Bailey, selon Margot, faisait le contraire. Le nouveau petit ami n'allait pas bien. Bryce avait déjà emprunté de l'argent 2 fois. Une fois pour un problème de trésorerie temporaire. Une fois pour une opportunité d'investissement à ne pas manquer. Bailey lui avait apparemment avancé près de $600 en 3 semaines. Cela vous semble familier? Elle avait toujours eu une faiblesse pour les gars qui semblaient sophistiqués. La différence, c'est que j'avais été assez intelligent pour ne jamais lui demander d'argent. Sa situation professionnelle se dégradait également. Elle avait manqué une échéance, l'avait mis sur le compte de problèmes personnels. Et son patron ne l'acceptait pas. On parlait d'un plan d'amélioration des performances. La fille qui s'était moquée de mon travail parce qu'il était indigne d'elle était soudain en danger de perdre le sien. Je n'ai pas célébré en entendant cela, mais je n'ai pas non plus eu pitié d'elle. Les conséquences se manifestaient simplement là où elles étaient censées le faire. La 4e tentative de contact était une lettre, courrier physique. Elle avait trouvé ma nouvelle adresse d'une manière ou d'une autre. Probablement par l'intermédiaire du propriétaire de l'ancienne maison de ville ou d'une autre trace. Écrite que je n'avais pas complètement coupée. La lettre faisait 4 pages.
J'ai lu le premier paragraphe, qui parlait principalement de l'injustice de tout le monde envers elle. De comment elle ne méritait pas ça. De comment je l'avais abandonnée sans lui donner une chance de s'expliquer. Je me suis arrêté là. Le reste était plus de la même chose. J'en étais sûr. Moi, je. Aucune reconnaissance, juste un mode victime sans fin. Je l'ai déchiqueté, j'ai donné à manger à Chester, j'ai regardé un match avec le son bas. Quelque part de l'autre côté de la ville, Bailey était en pleine spirale, et j'étais enfin. Miséricordieusement, bien. 8 semaines après la fête? C'est le temps qu'il a fallu avant que je commence à me sentir à nouveau moi-même. Stable, solide. Comme si j'avais retrouvé mon équilibre après des mois à me tenir sur quelque chose qui était toujours sur le point de s'effondrer. Le travail allait bien. Hank m'avait donné une petite augmentation sans que je le demande. Il a dit que je l'avais mérité. Il a dit qu'il était content que je sois toujours là. Le message non dit était clair. Il savait ce que sa fille avait fait. Et c'était sa façon de réparer les choses sans avoir à le dire à voix haute. J'ai apprécié ça. Mon appartement devenait lentement une vraie maison. J'ai acheté un petit canapé, j'ai accroché quelques trucs au mur, j'ai pris une cafetière. Chester avait revendiqué environ 60% de l'espace disponible comme son territoire personnel. Ce qui semblait à peu près juste pour un chat. J'ai repris contact avec des gens que j'avais perdus de vue pendant les années Bailey. Des amis du lycée, des gars de mon programme d'apprentissage. Des gens qu'elle avait rejetés comme ennuyeux ou basiques. Qui se sont avérés être exactement le genre de personnes stables et fiables dont j'avais besoin. Garrett et Dana m'invitaient à dîner la plupart des dimanches. On faisait un barbecue, on regardait n'importe quel match à la télé, on parlait de choses normales. Pas de drame, juste des gens normaux étant normaux. Margot était devenue une amie inattendue à travers tout cela. Elle m'envoyait des nouvelles de temps en temps. Toujours avec la clause de non-responsabilité qu'elle n'espionnait pas. Elle pensait juste que je devais savoir ce qui se passait. J'appréciais l'information car savoir m'aidait à voir venir le chaos. Et le chaos arrivait définitivement. Bailey et Bryce avaient avancé vite. Beaucoup trop vite. Ils vivaient apparemment ensemble maintenant après moins de 2 mois de relation. Il avait emménagé dans la maison de ville, mon ancienne maison de ville. Parce que son bail était tombé à l'eau et qu'il avait besoin d'un endroit où rester. Traduction, il avait été expulsé et Bailey était trop désespéré pour poser des questions. Margot a dit que toute la famille était inquiète. Hank et Suzanne avaient essayé d'en parler à Bailey. Mais elle les avait accusés de ne pas la soutenir. Elle disait qu'ils n'avaient jamais accepté Bryce. Qu'ils m'aimaient trop et ne pouvaient pas voir ce qui était juste devant eux. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait s'étouffer avec. La situation financière empirait également. Bryce avait convaincu Bailey d'investir dans quelque chose. De la crypto-monnaie ou du forex ou une de ces autres choses. Elle avait mis une partie de ses économies. Les retours qui étaient censés arriver n'étaient pas arrivés. Ce qui ne choquait absolument personne sauf elle. Pendant ce temps, je faisais quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Économiser de l'argent. Pas pour couvrir les erreurs de quelqu'un d'autre ou financer le style de vie de quelqu'un d'autre. Juste mettre de l'argent de côté comme un adulte normal et fonctionnel. J'ai acheté un camion plus récent. D'occasion mais bon. Peu de kilomètres, bon moteur, payé comptant. La 5e tentative de contact a eu lieu la semaine 10. Elle s'est présentée à l'atelier. J'étais sous un des 8x4 en train de vidanger le liquide de transmission quand j'ai entendu la voix de Hank prendre ce ton qu'il utilisait quand quelque chose n'allait pas. Je suis sorti de sous la machine et je l'ai vue debout juste à l'entrée de la baie. Elle avait l'air mal en point. Hank marchait déjà vers elle, l'air partagé entre être son père et être professionnel. Je suis resté où j'étais. Taché d'huile et de graisse et pas du tout intéressé par ce qu'elle était venue dire. « Tu ne peux pas être ici, Bailey, a dit Hank. C'est un chantier. J'ai juste besoin de 5 minutes, a-t-elle dit, regardant par-dessus son épaule vers moi. Cole, s'il te plaît, juste 5 minutes. Je n'ai pas bougé.
Bryce est parti, a-t-elle dit, la voix brisée. Il a tout pris. L'argent du compte, la télévision. Les bijoux de ma grand-mère. Il est parti. J'ai appelé la police. Mais ils ont dit que c'est une affaire civile parce que nous vivions ensemble. Hank s'est tourné pour me regarder, vérifiant ma réaction. J'ai gardé mon visage impassible. C'est dommage, mais je ne sais pas ce que tu veux que je fasse à ce sujet. J'ai tout gâché, a-t-elle dit. En venant ici pour demander de l'aide. Je sais que c'est beaucoup. Mais je n'ai personne d'autre. Mes amis ne me rappellent pas. Tara m'a bloqué après que je lui ai demandé d'emprunter de l'argent. Je n'ai personne. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon d'atelier. J'ai pris mon temps. Tu m'as dit que j'étais un remplaçant, ai-je dit finalement. Tu as dit que je gardais la place au chaud pour quelque chose de mieux. On dirait que quelque chose de mieux est arrivé. Dommage que ça n'ait pas marché. Son visage s'est juste décomposé comme si les mots la frappaient physiquement. Hank s'est avancé. Bailey, tu dois partir. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Papa, s'il te plaît. Maintenant. Elle est partie. Sans regarder en arrière. Hank est venu me voir après son départ. Il a posé une main sur mon épaule. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Je suis retourné au travail. Le liquide de transmission ne se vidange pas tout seul. L'histoire complète sur Bryce est sortie au cours des semaines suivantes. Principalement grâce aux textos de Margot et aux mises à jour occasionnelles de Dana. Elle entend tout. Il s'est avéré que Bryce n'était pas juste un abruti moyen. C'était un escroc professionnel en costume chic. Le travail dans la finance était réel, à peine. Mais c'était surtout une façade pour ce qu'il faisait vraiment. Trouver des femmes ayant accès à de l'argent et les vider. Margot a fait des recherches et a découvert qu'il avait utilisé au moins 2 noms de famille différents au cours des 5 dernières années. Ainsi qu'une série de jugements civils et de dossiers d'expulsion dans d'autres comtés. Bailey n'était pas sa première victime. Elle n'était même pas sa première victime de l'année. Il avait fait la même chose à au moins 2 autres femmes dans la région avant de passer à autre chose. L'affaire de la crypto-monnaie n'était pas seulement un mauvais investissement. Elle n'existait pas. Il lui avait fait envoyer de l'argent sur un compte qu'il contrôlait. Lui avait montré de fausses captures d'écran de rendement, l'avait convaincu d'en mettre plus. Puis avait disparu avec tout. La partie vraiment brutale. Margot a découvert que Bryce avait parlé de Bailey à quelqu'un de son ancienne ville. Il l'avait qualifiée de cible facile. Il avait dit qu'elle était si désespérée de prouver qu'elle était passée à un niveau supérieur par rapport à son petit ami mécanicien qu'elle n'avait posé aucune question sur quoi que ce soit. Elle n'avait pas vérifié son travail. Elle n'avait pas vérifié ses références. Margot a dit que Bailey envisageait des pertes d'environ $8 000. Plus tout ce qu'il avait pris en partant. Plus le choc émotionnel de réaliser qu'elle avait été manipulée par quelqu'un qui ne s'était jamais soucié d'elle du tout. Le karma a une cruauté particulière quand il se manifeste. Les retombées étaient partout. Les dettes de carte de crédit de Bailey étaient apparemment importantes. Le loyer de la maison de ville était maintenant entièrement à sa charge. Et elle avait déjà manqué un paiement. Sa voiture avait besoin de réparations qu'elle ne pouvait pas se permettre. Sa situation professionnelle ne s'était pas améliorée. Au contraire. Elle s'était aggravée après qu'elle ait pris plusieurs jours de congé inexpliqués pendant toute la catastrophe avec Bryce. Hank et Suzanne aidaient là où ils le pouvaient, mais même la patience parentale a ses limites. Hank m'a dit tranquillement pendant une pause déjeuner qu'ils avaient clairement fait savoir à Bailey qu'elle devait commencer à assumer ses choix. Plus de sauvetage, plus d'excuses. Margot était moins douce à ce sujet. Elle avait apparemment dit à Bailey exactement ce qu'elle pensait de son comportement au cours des 3 dernières années, y compris la façon dont elle m'avait traité. La conversation ne s'était pas bien passée. Elle ne se parlait plus maintenant. Tara et Britt avaient abandonné, bien sûr. Les amis des beaux jours faisant ce que les amis des beaux jours font. Quand Bailey avait de l'influence,
ils étaient là. Maintenant qu'elle était en difficulté, ils étaient commodément occupés. Et moi, j'allais bien. Mieux que bien, en fait. J'avais mon appartement. J'avais mon travail. J'avais des amis qui étaient vraiment présents. J'avais Chester, qui était devenu bien trop à l'aise dans son nouveau royaume. J'avais des samedis matins avec du café près de la fenêtre, à regarder le monde passer. Ressentant quelque chose que j'avais presque oublié être possible. La paix. Me sentir vraiment stable. Sachant exactement où j'en étais et n'ayant pas à me demander si les choses allaient s'effondrer. Semaine 14. Je suis rentré du travail un jeudi soir, une journée normale. J'ai mis mes clés sur le crochet, j'ai nourri Chester, j'ai commencé à penser au dîner. Puis le buzzer a sonné. Mon immeuble avait une porte de sécurité au niveau de la rue. Il fallait être sonné ou avoir une clé. Je n'attendais personne. J'ai appuyé sur l'interphone. Oui. Cole, c'est moi. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Sa voix était différente. Désespérée. Je n'ai pas répondu, je suis resté là à regarder l'interphone. Je sais que tu es là, a-t-elle dit. Je peux voir ton camion sur le parking. S'il te plaît, j'ai juste besoin de parler. 5 minutes. Puis je partirai. J'ai pensé à l'ignorer, à la laisser là jusqu'à ce qu'elle abandonne, mais j'étais curieux. Je l'ai fait entrer dans l'immeuble, je suis allé à la porte de mon appartement et j'ai attendu. Je ne l'ai pas encore ouverte. Elle ressemblait à une personne complètement différente en montant ses escaliers. Pas la femme confiante et soignée qui avait ri de ma demande en mariage devant sa famille. C'était quelqu'un qui avait été vidé. Les cheveux non lavés, pas de maquillage, portant un pull que je reconnaissais d'il y a des années. Du temps où les choses étaient différentes. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours. Elle s'est arrêtée à ma porte. J'ai ouvert de 15 centimètres. La chaîne toujours en place. Je ne me suis pas écarté. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis juste resté là, dans l'entrebâillement, et j'ai attendu ce que c'était. Elle a essayé de regarder par-dessus mon épaule dans l'appartement, vers mes meubles clairsemés. Vers Chester. Qui s'était retiré à sa place près de la fenêtre et la regardait avec ce regard de chat suspicieux. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé à peine au-dessus d'un murmure. « Non. Dis ce que tu as à dire. » Elle m'a enfin regardé. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « J'ai tout perdu » a-t-elle dit. La maison de ville. La voiture va être saisie. Je reste chez mes parents parce que je n'ai nul. Par où aller? Mon travail ne tient qu'à un fil. Margot pense que je suis horrible. Elle a fait une pause. Mon père peut à peine me regarder. À peine. Cette dernière partie a touché différemment. Hank avait toujours adoré Bailey, lui avait toujours trouvé des excuses. Même quand elle avait clairement tort, il trouvait une raison. Pour qu'il se retire comme ça, cela signifiait que quelque chose s'était vraiment brisé. Je me suis demandé si Margot lui avait enfin tout dit. La conversation qu'elle avait surprise. Comment Bailey avait planifié le rejet depuis des semaines. Tout. Bryce a tout pris, a-t-elle poursuivi. Toutes mes économies. Les choses qui comptaient pour moi. La bague de ma grand-mère que j'allais porter à mon mariage un jour. Et la police ne peut rien faire parce qu'il a été malin. Il s'est assuré que tout avait l'air d'être. Mon accord. J'ai signé des trucs. J'ai envoyé de l'argent de mon propre chef. Je l'ai laissé entrer. Chez moi. Difficile de manquer l'ironie. Je n'ai toujours rien dit, je l'ai juste regardé. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai beaucoup pensé à la fête, à ce que j'ai dit. À la façon dont je t'ai traité. Pas seulement cette nuit-là, pendant des mois avant ça. Peut-être plus longtemps. J'avais tort, a-t-elle dit. Et sortir les mots semblait faire mal. Pas seulement à propos de toi, à propos de tout. Je pensais que je voulais de l'excitation. De l'aventure, quelqu'un qui correspondait à la vie que je pensais mériter. Elle a laissé échapper ce rire creux.
J'ai eu exactement ce que j'ai demandé. Chester a miaulé une fois, bas et peu impressionné. Même le chat en avait marre. Cole, je sais que je n'ai aucun droit de demander ça. Mais y a-t-il un moyen pour que nous puissions réessayer? Elle s'est avancée vers moi, les yeux désespérés. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai blessé. Mais tu étais stable et fiable et bon. Et j'ai jeté ça pour quelqu'un qui me voyait comme une cible. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Je ferai n'importe quoi, a-t-elle dit. Déménager ailleurs. Tout ce qu'il faudra. Je juste. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas faire ça toute seule. Tu t'occupais toujours de tout et maintenant je me noie et je ne sais pas quoi faire. Voilà. Sous toutes les excuses et les aveux. Voilà. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Alors maintenant que tu as tout perdu, ai-je dit, ma voix neutre. Tu veux arranger les choses parce que j'étais utile. Elle a tressailli, entendant ses propres mots lui être renvoyés. Je me souviens de chaque mot, Bailey. Chaque mot. Tu le pensais. Tout. J'avais tort. Non, tu m'as juste montré qui tu es vraiment, ai-je corrigé. Tu as finalement dit à voix haute ce que tu pensais depuis des mois. Peut-être des années. Et maintenant tu veux que je fasse comme si cela n'était jamais arrivé parce que ton plan B a explosé en plein vol. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je ne suis pas ton filet de sécurité, ai-je dit. Je ne suis pas le plan de secours vers lequel tu reviens en courant quand le plan principal s'effondre. Je vaux plus que ce que je peux faire pour toi. Et je mérite quelqu'un qui comprend ça dès le premier jour. Pas seulement quand il n'a plus d'option. Cole, s'il te plaît. Tu as demandé s'il y avait une chance que nous puissions réessayer. J'ai secoué la tête lentement. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Ce que tu as dit à cette fête a tué tout ce qu'il y avait entre nous. Tu n'as pas le droit de le ramener maintenant parce que ta vie a mal tourné. Elle a sangloté davantage. Tu dois partir, ai-je dit. Tu dois te débrouiller seul. Apprendre à être responsable de toi-même. Arrêter de chercher quelqu'un pour te porter. Je ne sais pas comment faire ça. Alors trouve un moyen. J'ai commencé à fermer la porte. Au revoir, Bailey. Elle a posé sa main sur la porte, essayant de l'arrêter. Cole, s'il te plaît. J'ai attendu. Après quelques secondes, sa main est tombée. Au revoir, ai-je répété. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Je l'ai écouté rester là un long moment, puis ses pas s'éloigner dans le couloir. Je suis rentré et je me suis préparé à dîner. Je me suis assis à ma petite table et j'ai mangé dans le calme. On m'avait traité de délirant pour avoir pensé que je valais la peine d'être épousé. Il s'est avéré que je valais bien plus que ça. Elle pensait que je serais là pour toujours, attendant qu'elle décide que j'étais assez bien. Elle s'est trompée.